Bonjour tout le monde, on est super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que ça va bien à la maison. En fait, aujourd'hui, là, on veut vraiment discuter de comment on devient courtier. Je pense que c'est une profession qui a pris extrêmement de popularité dans les dernières Vraiment. années. Puis on n'est pas beaucoup informés sur comment ça fonctionne être un courtier immobilier, devenir un courtier Ouais, immobilier. souvent, les gens ils pensent que bon, c'est facile, on n'a pas besoin d'aller à l'école. Ben, en fait, moi, je me suis fait dire ça. Non. T'apprends tout ça sur Internet, puis après ça, tu vas passer l'examen. Ouh! Non. Pas de même. Donc, en fait, on va vous parler aujourd'hui des étapes à franchir pour être courtier immobilier officiellement. Donc, on va commencer par la première étape qui semble peut-être très simple, mais c'est probablement une des plus importantes. Ça va être de s'inscrire à l'école. C'est là que tu commences. Oui, exactement. Donc, pour ma part, j'ai fait mon cours au séminaire de Sherbrooke. Toi? Oui, moi aussi. Ouais, moi Ok. aussi. Puis, je sais pas, toi, ça a coûté combien quand je vais dire dans ton temps, là, mais là, 3 ans peut-être? À peu près, ouais. Moi, j'ai pas de souvenir. Là. Je sais fait environ longtemps, c'était ouais. combien, mais j'ai pas le prix exact. Je ne sais pas si ça l'a changé déjà dans la dernière année, mais pour ma part, en 2022, ça coûtait 2750. Exactement. OK. Bon. Fait que pour le cours, au séminaire de Sherbrooke. Ouais. OK. Puis c'est sûr qu'il y a plein d'autres écoles. Il faut décider. Je pense que la première étape, c'est de décider est-ce que je veux le faire en présentiel ou en ligne, virtuel. Moi, pour ma part, j'ai testé les deux étant donné que j'ai fait mon cours, puis la pandémie est arrivée en plein milieu de ma formation. C'est une formation d'environ 8 mois. Donc, justement, là, tout dépendamment sous la forme que vous l'apprenez, je sais que le Collège de l'immobilier l'offre aussi en auto-formation, que tu peux suivre un petit peu, c'est du virtuel que tu suis quand tu peux. Donc, il y a vraiment plusieurs écoles, il y a plusieurs façons de suivre le cours. Donc, voilà. Fait qu'il y a plusieurs... c'est quand même un cours qui est assez flexible. Qu'est-ce que t'en penses? C'est flexible. Pour ma part, moi, je l'ai fait seulement en ligne. Personnellement, si j'ai à vous conseiller, faites-le en présentiel. Ça Moi vaut aussi. vraiment la peine. Vous rencontrez des gens, vous rencontrez probablement vos futurs collègues de travail. Donc, puis, il n'y a rien de mieux que de se pratiquer En vrai, en face, en virtuel. À la maison, c'est un peu plus difficile. Tu as tendance à vouloir peut-être faire autre chose que d'écouter ton cours. Donc, c'est ça. Pour ma part, si vous avez la chance de le faire en présentiel, là, profitez-en puis faites-le vraiment. ben, je suis du même avis que Kylian, en fait, que toi, parce que, premièrement, en présentiel, oui, tu as de la pratique, mais tu te crées des contacts dans ta région. Donc, oui, de suivre le cours à l'extérieur de ta région, parfois, il y a d'autres écoles. Est-ce que les prix peuvent être avantageux? Le fait que ça soit du virtuel, tu dis, bon, je peux le faire quand je veux. Mais c'est vraiment pertinent d'avoir des contacts dans votre région. Fait que si vous pouvez suivre le cours le plus proche de chez vous possible, je pense que c'est ce qui va être le meilleur pour vous. Fait que ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a réussi notre examen, on a fait tous nos cours, on a réussi, puis là, on a un examen comme final pour conclure la formation, ben on a l'examen de l'OACQ qu'on doit faire. Ça, c'est le gros morceau, là. Le fameux examen de l'OACQ, qui peut être parfois terrifiant pour certains courtiers, dépendamment de comment on vous l'a apporté. C'est un examen, en fait, qui vous permet de devenir courtier immobilier. Ça prend, je vous dirais, un bon 2 mois entre la fin de votre cours et la date de votre examen avant de pouvoir, justement, avoir votre date d'examen parce que l'OACQ s'assure, en fait, que vous avez la mention réussite sur votre dossier d'inscription. Donc, l'examen se déroule sur 2 jours. Donc, pour ma part, si je me souviens bien, je suis arrivée à Brossard pour midi, même avant ça, parce que l'examen était à 12h30. Donc, de 12h30 à 16h30, l'examen se déroule. Ça se déroule sur 4 heures. Puis, c'était le lendemain matin. Donc, comment se déroule l'examen? C'est pas bien compliqué. Je sais que ça a changé au fil des années. Dans ton cas, à toi, il n'y avait pas beaucoup de choix de réponse. Non. Dans mon cas, à moi, il y avait environ 20 questions, que des choix de réponse ou très peu de questions en cours de développement, ainsi qu'un scénario. Donc, vraiment, sur les 2 journées, vous avez exactement le même principe d'examen. Par contre, le scénario, vous avez une journée où est-ce que c'est l'acheteur ou une journée où est-ce que c'est le vendeur. Donc, c'est vraiment de vous mettre dans la peau d'un courtier immobilier et de répondre aux questions au meilleur de vos connaissances afin de démontrer à l'OACQ que vous êtes fait pour devenir courtier immobilier. Oui, exactement. Puis l'examen se déroule aussi
sur 2 jours, comme tu disais, mais il y a des compétences qu'on doit acquérir au cours de l'examen. Donc, il faut planifier environ un bon mois avant d'avoir le résultat de notre examen. Puis une fois qu'on a notre résultat, bien, on va avoir réussite ou échec. Lorsqu'on a un échec, souvent, bien, si ce n'est pas toutes les compétences qu'on a échoué, on doit refaire l'examen au complet, mais pour réussir notre compétence échouée. Donc, on ne repart pas à zéro. Ce qu'on a déjà réussi reste comptabilisé. Puis, en fait, pour avoir un examen réussi, il faut réussir les 7 compétences. Vite comme ça, je ne m'en souviens pas exactement, j'en ai quelques-unes en tête, mais dès qu'on échoue une compétence, l'examen est donc échoué. Comme tu disais, c'est ça. Par la suite, quand on refait l'examen, ben on est seulement évalué sur la compétence qu'on a échouée. Les autres, c'est déjà réussi. Merci, bonsoir. Déjà réussi. Ils vont prendre le meilleur des 2 résultats. Mais si vous l'aviez déjà acquis, ben si vous manquez cette compétence-là dans l'examen, quand vous allez le refaire, ben ça sera pas, vous n'allez pas pouvoir échouer si vous l'aviez eu la première fois. Exact. Donc, voilà. Ensuite, une fois qu'on a planifié 1 mois d'attente environ, on reçoit notre lettre, bonne nouvelle, on est courtier immobilier, on a réussi l'examen. La prochaine étape, ça va être de faire votre demande de permis. Pour faire ça, il faut aller sur le site de l'OACQ. On fait une demande de permis avec, je me rappelle. On prend une belle photo. Ouais. Pour la photo, en fait, qui va se retrouver sur votre permis. En fait, c'est des petites questions qui remplissent, là. Ils font aussi une enquête de dossier criminel, etc. Donc, ça prend environ une semaine, justement, parce qu'ils doivent vérifier votre dossier, si vous avez un dossier criminel, etc. Puis, c'est ça. Ils demandent, écoute, une photo pour mettre sur le permis, tes informations personnelles, puis le résultat de ton examen. Et je pense que même ça, ils ne le demandent pas parce que c'est eux qui l'ont. Oui, exactement. Donc, en fait, c'est vraiment c'est une procédure qu'il faut suivre. Ça prend à peu près 1 semaine. Puis, le coût relié à tout ça, bien ça dépend, c'est quand vous faites votre demande de permis. Parce qu'en fait, notre permis, nous, en tant que courtier immobilier, se renouvelle à tous les années au 30 avril. Donc, il faut prendre en considération que si vous faites votre demande de permis au mois de décembre, le prix ne sera pas le même que si vous faites votre demande de permis le 1er juin. Il faut savoir aussi qu'une fois qu'on échoue l'examen une première fois, la deuxième fois, il faut repayer l'examen, en fait. Ouais. Puis on a un maximum de 3 chances par année. Donc, c'est quand même important de le savoir. Il ne faut pas se dire « je vais le refaire. » Bien, c'est plus ou moins tentant de pas se pratiquer puis de pas se donner à fond la première fois parce qu'en plus de le repayer, ben c'est du temps aussi que vous perdez à exercer votre métier. Fait que c'est vraiment important d'être bien préparé. Il y a beaucoup de formations préparatoires aussi à l'examen. Je vous encourage à les faire parce que on a du temps pour ça dédié, mais ensuite, ça vous sauve beaucoup de temps parce que de devoir refaire l'examen, c'est vraiment... c'est plate, on va se le dire. Oh, moi, pour ma part, j'ai eu tout de suite, mais aussi. on a des collègues ici qui ont dû le refaire, puis c'est pas évident, c'est démoralisant, décourageant aussi. C'est de la déception. Ouais. Exactement. Puis surtout que les délais sont longs. Fait que, je pense que c'est ça qui est le plus difficile. De repayer, bon, c'est tel que tel, OK, mais c'est d'attendre que tu es tellement impatient de commencer. Puis là, c'est tout le temps retardé. C'est ça. Faut planifier. La déception. Oui, 100%. Faut planifier à peu près 1 an de processus. Que je pourrais dire, moi, je m'étais inscrite en janvier 2020 dans mon cours. J'ai commencé le 13 janvier, si je ne me trompe pas. J'ai terminé au mois de juillet mon cours de courtage. J'ai réussi tous mes cours, tout ça. Puis moi, je suis vraiment allée dans le plus rapide. Là. J'ai été dans les premières de ma cohorte à avoir mon permis. Puis, j'ai été courtier officiellement fin octobre 2020. J'ai fait exactement le même parcours que toi, mais moi, l'année passée, donc en 2022, janvier à juillet 2022, mon cours. Ensuite de ça, j'ai vraiment tout clenché. Je voulais l'avoir le plus rapidement possible. Puis mais fin c'est octobre, quand même long, là. C'est long, puis c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de... Beaucoup de travail. Oui. Puis aussi, un autre conseil que je peux vous donner, dans ce moment de préparatif-là, avant de devenir un courtier, ramassez-vous des sous. Parce que ça coûte cher au début, puis avant qu'on ait un bon roulement, on a des sous à débourser avant même d'avoir travaillé puis avoir reçu de l'argent. Donc, on pourra dire à peu près vers la fin du vidéo combien approximativement vous gardez, mais ça prend des sous, là. Ça prend un bon petit fonds. Fait qu'en fait, avant de recevoir la lettre d'acceptation, de réussite de votre examen, souvent, les gens se demandent, bon, mais là, OK, je fais rien pendant 1 mois.
Au contraire, profitez de ce mois-là pour magasiner votre agence si vous ne l'avez pas déjà fait. Même, je vous conseille de magasiner votre agence pendant que vous êtes à l'école parce que beaucoup d'agences, exemple comme Royal Lepage, qui offrent un service de coaching pour l'examen à l'OASIC, qui a vraiment un taux de réussite assez élevé. Donc, de magasiner l'agence, auparavant, je sais que je sais que Remax aussi offre ce service-là, mais d'avoir un contrat avec une agence va vous permettre aussi de pouvoir accompagner des courtiers, d'avoir le coaching pour vous aider durant l'examen de l'OACQ, mais également à l'école, réussir vos examens. Donc, magasinez votre agence. Ensuite de ça, faites vos cartes d'affaires, prenez vos photos, commencez votre offre de service, Vraiment, préparez-vous pour que quand vous avez votre permis, ça commence là. Vous êtes déjà prêt, vous avez du matériel, tout ce qui est peut-être un petit peu plus administratif est déjà fait. Donc, comme ça, ben, vous avez le champ libre là, pour vraiment commencer à accompagner les clients. Puis, tantôt, Kylian, là, tu nous parlais de choisir l'agence. Oui. Souvent, les gens, en tout cas, je ne sais pas, moi, c'est beaucoup de commentaires que j'ai reçus. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Dans le fond, il faut prendre en considération que quand on est courtier immobilier, on est des travailleurs autonomes, puis il y a des agences qui peuvent vous approcher, mais vous aussi, vous pouvez approcher des agences, vous dire, écoutez, je suis courtier immobilier, je fais ma formation au séminaire de Sherbrooke, vous présenter, puis ensuite de ça, bien souvent, c'est les agences qui vont vous faire leur offre de service. Ils vont vous expliquer, eux, dans leur agence, c'est quoi les services qui sont disponibles. Ils vont aussi vous dire combien ça vous coûterait par mois, par année. Il peut y avoir des frais de redevance sur vos rétributions. Il peut y avoir toutes sortes de frais pour s'affilier à une bannière, à une agence. En gros, ce que vous devez savoir, c'est que une agence, en fait, plus elle a de courtiers, plus qu'elle est heureuse. Donc, c'est un peu les agences qui se vendent afin de vous avoir. C'est pas nous qui doit se vendre pour, oh mon Dieu, là, je vais aller pour Royal Lepage, il faut que je sois... Ben oui, faut que tu ailles. Faut pas que ce soit n'importe qui, n'importe comment, mais c'est eux qui vendent leurs produits pour que nous, on les choisisse. Donc, c'est chaque agence a, selon moi, ses côtés positifs qui amènent... Pour ma part, Royal Lepage, c'était vraiment le côté famille qui m'a amené ici. Mais c'est donc de vraiment choisir son agence, c'est ça. Donc, les étapes, c'est vous vous présentez, rencontrez des agences, magasinez-les. Si j'avais pas pris le temps de magasiner mes agences, ben je serais probablement pas chez Royal Lepage aujourd'hui. Là, il y a plusieurs Royal Lepage aussi. Il faut vraiment voir dans quelle région on veut travailler. Ensuite de ça, c'est quoi les agences dans notre région? Rencontrer les dirigeants d'agences dans chacune d'entre elles. Puis, oui, il y a des agences, par exemple, qui vont dire « Ah, tu sais, nous, on est complet, on n'a pas besoin de courtier. » Il y en a d'autres qui vont venir vous voir. Il y en a d'autres que vous allez devoir aller chercher. Mais vraiment, de faire un travail complet là-dessus. Puis vraiment, c'est important. C'est ce qui est un peu va décrire votre qualité de travail, si je peux dire, vos conditions de travail. Puis il faut prendre en considération qu'on n'est pas des salariés. Donc, l'agence ne vous paye pas pour travailler pour elle. C'est vraiment vous qui payez pour travailler sous le nom de cette agence-là. Donc, vous payez pour plusieurs services que certaines agences offrent, mais vous payez beaucoup pour le nom. Donc, tu sais, en fait, moi, Malika et moi, on paye pour avoir Royal Lepage au sommet en arrière de nous. Donc, pour vraiment être un représentant d'une bannière. Donc, c'est vraiment nous qui payons pour... avoir accès aussi à des services, tout ça, comme on vous a dit. C'est sûr que on vous a toujours dit qu'on allait être transparente avec vous, mais ces chiffres-là, c'est des détails qu'on ne peut pas vous donner parce que c'est des ententes qui peuvent être différentes entre courtiers. C'est des ententes que, tu sais, c'est des chiffres réservés aux agences. Chaque agence décide combien ils vont charger. Ça, c'est quelque chose qui va être vraiment à vous de magasiner pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc, voilà. Puis, je vous conseillerais de ne pas nécessairement regarder la moins chère, mais vraiment regarder la liste de services. Exactement. Ouais. Fait qu'une fois qu'en fait, c'est ça, on a choisi notre agence, on a fait tout ce qui est le côté administratif, donc de vraiment nos cartes d'affaires, comme je vous disais, les photos pour les pancartes, etc. C'est toutes des choses qui peuvent se faire avant d'obtenir son permis. Une fois qu'on a obtenu notre permis, donc c'est ça prend environ une semaine, c'est là qu'on débute. C'est là que tout est... la magie commence, comme j'aime bien dire. Ce que je peux vous conseiller en tant que nouveau courtier,
puisque j'en suis encore une nouvelle, là, je suis encore un petit bébé, mais c'est de suivre les coursiers les plus, je veux dire les plus âgés, mais les plus d'expérience. Exactement. Ceux qui ont de l'expérience, d'avoir un mentor. C'est vraiment stressant en tant que nouveau courtier de commencer, de pas trop savoir ce qui se passe, puis on vous fera pas de cachotterie. Ce qui se passe à l'école et sur le terrain, c'est deux choses complètement différentes. On voit vraiment beaucoup plus le côté théorique à l'école, mais en pratique, c'est complètement différent. Donc, entourez-vous de des mentors, tantôt on disait choisir son agence. Choisissez aussi une agence pour le ou les directeurs d'agence, directrices, parce que c'est eux qui vont vous conseiller, c'est eux qui vont vous accompagner durant c'est un point de repère, vraiment, dans votre agence. Puis quand on commence, on est vraiment lancé dans le vide. Donc, ça nous prend vraiment quelqu'un qu'on peut se référer, qu'on peut poser des questions, des personnes qui sont disponibles, parce que le courtage, c'est tout le temps, matin, soir, jour, midi. Donc, des fois, on ne peut pas se permettre d'attendre une journée avant d'avoir une réponse à notre question. Fait que c'est important d'avoir des gens qui sont ouverts et qui sont vraiment là disponibles assez rapidement aussi. Oui, exactement. Donc, le mentorat, effectivement, je pense que c'est une très bonne façon. Pour ma part aussi, j'en ai fait. J'ai suivi différents courtiers pendant ma formation, en attente de mon permis, puis même après avoir obtenu mon permis, faire des visites, remplir des documents, faire des analyses de marché, nous donner comme des petits défis, des petits devoirs. Puis je pense que c'est vraiment, vraiment pertinent parce que la première fois que tu fais la transaction toute seule, ton premier vrai client... T'es stressé. Surtout si tu n'as jamais vu personne le faire. Non, exact. Ben, ça a été mon cas. Moi, ma première transaction, je l'ai eue 3 jours après avoir obtenu mon permis. J'avais aucune idée quoi faire. J'avais la portion... Oui, j'avais la portion théorique, bien évidemment. Je savais comment remplir mes documents, etc. Mais j'étais stressée. Je ne savais pas quoi faire. Bon, une fois après l'avoir vécu, on sait un peu vers où s'enligner, mais c'est ouais. Donc, vraiment, entourez-vous, pas juste d'un courtier, des courtiers, d'aller chercher ce que vous appréciez chez quelqu'un. Ah, ça aussi, pour vraiment créer votre personne, puis vos couleurs. Oui, vos couleurs, exact. Ouais. Donc, une fois qu'on a payé notre permis, on a comme plusieurs choses à payer. Donc, une fois qu'on a payé notre permis, on a aussi la chambre immobilière, qu'on va avoir des coûts reliés à tout ça parce que c'est important. Il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire à la chambre immobilière pour avoir accès à Centris, Matrix, tous les outils qu'on apprend à utiliser dans notre formation. Il y a un coût relié à tout ça. On a également un coût pour les boîtes à clés. Les boîtes à clés, c'est quelque chose qui est important en tant que courtier. Qui passe souvent dans l'oubli. Oups, excuse-moi. Excuse-moi. C'est quoi une boîte à clés? C'est en fait, c'est tout simple. C'est une boîte où est-ce qu'on met la clé qui s'ouvre uniquement par les courtiers. Donc, ça permet vraiment d'avoir une clé sur place sans que quelqu'un soit toujours présent. Mais c'est aussi, ça a un coût. On doit déposer un certain montant d'argent par boîte que l'on prend. Donc, c'est vraiment plusieurs coûts à penser. Puis, la boîte à clés, souvent, les gens n'y pensent pas. Même les courtiers, ça fait longtemps qu'ils font ça. C'est comme, c'est acquis, ça fait longtemps qu'ils sont allés chercher leur boîte à clés parce que comment ça fonctionne? Pas besoin de la ramener à chaque fois, mais ils gardent votre dépôt juste à temps que vous rapportez la boîte. Fait que si vous voulez en louer 10, par exemple, vous faites 10 fois le dépôt, puis vous le gardez chez vous aussi longtemps que vous voulez, autant longtemps que vous en avez besoin. Moi, personnellement, entre mes inscriptions, je ne retourne pas la boîte à clés à la chambre mobilière. C'est plus compliqué qu'autre chose. Donc, je les garde. Mais les sous restent là-bas juste à temps que tu ramènes ta boîte. Mm-hmm. C'est important de faire attention. C'est quand même solide, mais il faut que tu la ramènes en un seul morceau. Donc, voilà. Fait que pour ouvrir la boîte à clés, ben, c'est un système électronique avec nos téléphones, tout ça, ce qui est relativement simple. Donc, fait qu'en gros, ça a l'air quand même assez compliqué à être courtier immobilier, mais je pense que c'est d'y aller étape par étape. Mais le plus important, je vous dirais, c'est de pas paniquer, de prendre le temps, mais également d'avoir de l'argent de côté. Ouais. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner. On a l'air d'avoir des courtiers d'expérience quand on parle comme ça, mais on l'a vécu aussi et je le vis pour ma part encore. Il faut avoir de l'argent de côté. Je vous dirais que pour bien démarrer sans être stressé non plus financièrement, il faudrait quasiment avoir un bon 20 000 à 25 000 de côté
selon vos dépenses. Bien évidemment, si vous vivez encore chez vos parents, vous n'avez pas de voiture à payer, puis bon, il y a ça de moins qui s'enlève, mais tu sais, il faut prendre en considération que monsieur, madame, tout le monde a déjà des paiements. Oui, comme Kylian, tu disais, il y en a qui vont être encore chez leurs parents, mais la réalité est que souvent, tu as déjà un loyer à payer, une maison, peu importe. Ça, il faut le prendre en considération. Ton téléphone, là, tu as des paiements supplémentaires qui s'ajoutent au début avant même d'avoir une commission. Dépendamment de l'agence, le contrat que vous avez, tout ça est modifiable là, selon votre contrat à vous. Mais il y a des sous qui doivent se prévoir, puis ça peut prendre jusqu'à 6 mois avant d'avoir une première paye. La moyenne, c'est ça. La moyenne, c'est 6 mois avant d'avoir une première paye. Il y en a qui sont plus chanceux, il y en a qui sont moins chanceux. Mais prenant en considération que les 6 premiers mois, vous n'aurez peut-être pas de paye. Donc, vraiment, gardez-vous des sous de côté parce que ça va être le plus gros stress. Sinon, exactement. là. Sinon, vous n'allez pas pouvoir vous donner de la tête à 100% dans le courtage parce que vous allez penser à vos sous qui ne sont plus là, peut-être. Là. Fait que, il va y avoir du marketing quand on prend une maison en vente. Tout ce qui est publicité, les photos, tout ça, c'est au courtier de débourser pour ça. Donc, c'est important d'avoir un petit bagage là, de sous pour commencer. Puis, souvent, faut s'inscrire aux taxes aussi. Oui, aux taxes, TPS, TVQ, parce qu'on est des travailleurs autonomes, en fait. Puis, on doit, en fait... en fait, on a des déclarations à faire au gouvernement. Quand on reçoit de l'argent, on a des taxes dans ce montant-là qui ne nous appartiennent pas, mais ils vont être transférés dans votre compte à vous. Donc, c'est important de garder ces sous de côté-là, un peu le même principe que pour les impôts. Donc, les TPS, TVQ, vous gardez ça de côté, puis il faut s'inscrire. Vous allez avoir un numéro. On va sur le site de Revenu Québec pour faire ça. Puis, c'est super important de le faire. Les agences, souvent, ils vont vous le demander, mais c'est dans les premières étapes avant de devenir courtier. Puis, une fois que c'est fait, nous, ce qu'on peut vous suggérer, c'est de faire des déclarations aux 3 mois. Comme ça simplifie beaucoup les choses. Par contre, référez-vous à un spécialiste, là, un comptable, un fiscaliste, ou peu importe, qui va pouvoir vraiment vous faire une structure adaptée pour vous, pour votre travail, à vous, comment vous travaillez, là, comment fonctionner. Un autre conseil que je pense que ça, c'est plus personnel. Souvent, les gens vont dire, bon, je vais avoir un emploi à côté du courtage. C'est pas mauvais. Par contre, je sais pas toi, mais moi, je me suis fait dire que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas les 2 pieds dedans, ça décolle pas. Puis, en fait, moi, je l'ai vécu. J'ai vécu les 3 premiers mois avec un travail, puis je viens tout juste de me concentrer à 100% sur le courtage. Et je vois déjà une grande différence, personnellement. Là. Donc, c'est sûr que c'est propre à chacun. Ça dépend de vos moyens. Pas se le permettre. Ça dépend de vos moyens financiers. De là, pourquoi qu'on vous suggère de vous préparer d'avance financièrement à devenir courtier immobilier. Mais je pense que c'est aussi le genre de travail que vous allez faire parce qu'il faut être disponible pour nos clients. Il faut pouvoir répondre rapidement. Il faut avoir un horaire qui est très flexible. Donc, c'est sûr que si vous avez des obligations, vous travaillez un temps plein ailleurs, ça peut être difficile. C'est juste qu'il faut quand même s'adapter en fonction de nos besoins. Oui, bien évidemment. Si vous n'avez pas les sous pour continuer à payer votre appartement ou peu importe, prenez-vous un emploi. Là, je vous dis pas de tout laisser tomber du jour au lendemain, mais justement, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus personnel. Il faut s'approprier un peu ce que je vais dire. Mais si vous avez la chance de ne pas avoir d'autres emplois et de pouvoir vivre que du courtage pour commencer, faites-le. C'est l'idéal, oui, effectivement. Donc, avant de vous laisser, on va juste faire un petit récapitulatif des grandes lignes des étapes pour devenir courtier immobilier. Donc, premièrement, choisissez votre école, puis commencez votre formation. Ensuite de ça, magasinez votre agence selon vos besoins, vos valeurs, tout ça. Par la suite, s'inscrire à l'examen. Faire l'examen. Également, ensuite, en attendant votre permis, préparez toutes vos affaires administratives, donc que ce soit carte d'affaires, pancarte, etc. Ensuite de ça, avoir de l'argent de côté, bien évidemment. Pendant, je vous dirais, c'est l'étape qui suit avant la formation, pendant et... Après. Oui, idéalement, là, après, on l'a déjà. Fait que... puis ensuite de ça, on s'inscrit un peu partout à la chambre immobilière, on fait la demande de notre permis, puis on commence. On commence. Je pense que c'est ce qui conclut un peu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à venir nous suivre sur notre page Instagram, également sur TikTok. Donc,
Posez-nous des questions. On vous souhaite une très belle journée. On a hâte de vous retrouver.